Voilà, j'espère que vous pouvez m'entendre correctement. N'hésitez pas à me le confirmer dans le chat dès que vous m'entendez. Il y a Marie qui sera là. Super, merci Nicolas, génial. Désolé de vous avoir fait attendre. Merci à tous, là, il n'y a pas que Nicolas, merci à tout le monde. On a attendu un peu qu'il y ait plus de participants sur le Meet, d'où les 5 petites minutes de retard. Je vous prie de m'excuser. Je vais vous faire un petit peu cette intro comme d'habitude. Comme vous le savez, chez Growth Makers, on aime bien dire que nos webinaires sont des masterclass. Et aujourd'hui, cette masterclass se fait en compagnie d'Elric et Clément de Chili Piper et de Salesloft. Pour le petit sommaire et la table des matières de la valeur qu'on va vous proposer aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans notre première slide, la proposition est simple, c'est de vous permettre, grâce à une méthode usée et prouvée par Clément et Elric, de signer vos comptes de rêve. Alors en première partie, je vais vous présenter tout d'abord qui sont ces super intervenants. Et ensuite, Clément va prendre un petit peu le fil de la présentation en vous parlant de la méthode ABM, avant de donner un petit peu plus d'exemples dans cette troisième et quatrième partie, avec des cas pratiques à la fois du côté d'Elric chez Chili Piper ou du côté de Clément chez Salesloft, comme je vous le disais un peu plus tôt. Pour pouvoir bien suivre la présentation, je vous donne quelques conseils immédiatement. Attendez, je vous présente d'abord le format du live. J'ai sauté une petite slide et c'est pour vous expliquer un petit peu quelles sont à la fois les masterclass Growth Makers et quelle sera aussi celle qu'on va vous faire aujourd'hui. La promesse de Growth Makers sur toutes nos masterclass / webinars, c'est de pouvoir vous proposer de la valeur en 30 minutes top chrono. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, un aspect plus sales, mais la dernière fois, c'était par exemple sur la création de contenu ou sur une méthode pour aussi dégager un peu plus de champ dans votre pipe une autre fois. Donc, il y a toujours un unique objectif, c'est de pouvoir progresser ensemble et de rester à la page sur les process business les plus pertinents du marché dans un temps réduit. Donc, on fera 20-25 minutes de présentation et puis ensuite, il y aura une Q&A. Je vais y revenir un peu plus tard, mais vous pouvez poser vos questions, non pas dans le chat, mais dans les questions en bas à droite, dès lors que l'occasion se présente. Voilà. Alors, avant de commencer, je vous le disais, il y a des conditions à réunir pour la meilleure qualité possible sur ce webinaire. Déjà, je vous conseille de fermer les applications un peu trop gourmandes en bande passante pour pouvoir suivre tout ça au mieux. Et évidemment, ça passe avec fermer un peu tous les onglets de son navigateur, etc. Donc, n'hésitez pas à faire ça pour être installé de la meilleure des manières possibles et suivre ce webinaire avec la meilleure qualité. En plus, vous avez pu voir qu'on utilise une bonne caméra du côté de Clément et d'Elric. Voilà. Et évidemment, vous pouvez réagir en utilisant le petit onglet réagir avec l'emoji en bas. Donc, vous pouvez le tester autant que vous voulez. C'est tout à fait amusant. On peut passer à la prochaine slide. Je vous fais suivre aussi pour ce qui est des questions. Je vous le disais tout à l'heure, l'important, c'est de pouvoir poser vos questions en bas à droite dans l'onglet questions. Comme ça, on pourra y revenir un peu plus tard. Et puis surtout, vous pouvez upvote vos questions respectives à travers cet outil. Voilà. Je te laisse passer un petit peu encore, Clément. Super. Donc, pour vous présenter respectivement nos deux invités, vous pouvez voir donc Clément qui est juste en face de moi, qui vous fait un petit coucou. Clément a été sales chez LinkedIn pendant 1 an, ce qui lui a donné évidemment non seulement des bases de la prospection, mais aussi une connaissance du marché sans faille. Il est co-founder de la communauté SDR Tribes, qui est un groupe Slack que vous pouvez retrouver sur vos différentes channels. Je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi là grâce à ce canal, et c'est très pratique pour s'échanger des tips entre SDR, entre autres. Et il est arrivé chez Salesloft en octobre 2020, chez qui il est toujours. Il nous fait l'honneur de venir de Londres pour cette présentation, et il est account exécutif du pôle France et Belgique. Voilà, merci Clément de venir sur cette présentation. Et je lui donnerai la parole un peu plus tard. Et puis ensuite, il y aura Elric. Elric qui donc est chez Chili Piper, lui pour le coup. C'est aussi l'ancien co-founder de la communauté SDR Tribes. Et il est chez Chili Piper, lui, depuis septembre 2020, dans lequel il occupe le poste de SDR Manager. Donc, il touche dans son day-to-day aux enjeux qui vous intéressent et aux enjeux qu'on va disséquer un peu plus aujourd'hui. Et pour dig un peu plus aussi dans son portfolio à côté de son travail, il faut aussi SDR Game, une newsletter et un podcast pour les SDR en anglais. Donc, n'hésitez pas à aller checker leur LinkedIn, à les ajouter et tout ça. Et je vais leur laisser la main pour vous apporter la vraie valeur de cette présentation avec Clément qui va d'abord nous parler de la méthode ABM. Voilà, à tout à l'heure. Hop, est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, c'est bon, je me suis démuté. Parfait. Eh bien, écoutez, on va commencer. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de parler d'account-based marketing, puisque c'est souvent un terme qu'on emploie. Mais qu'est-ce qu'on met derrière exactement et pourquoi on met en place cette stratégie d'ABM? Pour moi, mettre en place une stratégie d'ABM, et je pense qu'on est assez aligné avec Elric, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, on ne va pas forcément prendre des vanity metrics, les taux d'ouverture, c'est bien, les taux de réponse, c'est très bien, mais derrière, ce qui est important, c'est les outcomes, c'est qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat et combien de business on va générer en plus pour l'entreprise, et notamment l'objectif des ABM,
c'est tout simplement de travailler sur des comptes qui sont proches de votre ICP, de l'Ideal Customer Profile, faire en sorte que justement derrière, vous ayez des comptes qui rapportent plus en termes de revenus et qui restent plus longtemps. Donc ici, on a 3 chiffres globalement. Si on prend le dernier, 86% de hausse du taux de victoire, c'est simple, ça fait partie de votre ICP. Donc, c'est des personnes qui sont très proches de vos clients actuels et derrière qui ont la valeur ajoutée la plus importante en utilisant votre solution. Et derrière, l'objectif, c'est aussi que quand vous prospectez quelqu'un, il y ait plus de retours, que ça fonctionne plus, que à la fois la valeur soit plus importante, mais également que derrière, il y ait une plus longue durée de vie de vos clients, notamment avec le LCV qui augmente. Et aujourd'hui, si on se parle, c'est essentiellement, puisque l'ABM, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on met en place derrière l'ABM et comment on le met en place. Et c'est vraiment l'objectif, c'est 5 étapes pour mettre en place sa stratégie d'ABM. Et on va l'évoquer avec Elric ensemble. Je te redonne la main. Avec grand plaisir. Et avant de passer à ces exemples, je vous parlais tout à l'heure de notre partenariat avec Salesloft. Je l'évoque brièvement parce que Salesloft nous aide à faire beaucoup de projets chez GrowthMakers, que ce soit sur ce webinaire ou d'autres. Et Salesloft, il faut le savoir, c'est le fournisseur d'une plateforme d'engagement qui aide les équipes sales à générer plus de revenus. Et vous savez, comme vous et moi, qu'il y en a d'autres. Mais justement, Salesloft a cette plus-value de pouvoir proposer une plateforme qui engage vraiment des ventes avec le Modern Revenue Workspace. On peut vous apporter plus d'informations à travers du coup cette plateforme sur GrowthMakers, quant à Clément aussi sur LinkedIn. N'hésitez pas à lui demander. Comme vous pouvez le voir, ce qui est important de noter chez Salesloft, c'est qu'ils ont quatre panneaux de vision. Donc à la fois l'interaction entre tous vos départements, mais aussi un département d'analyse et de deal qui va permettre de suivre un peu tout son pipe, mais ça permet aussi de communiquer entre collaborateurs grâce à un outil qui est là pour le coup, là pour converser, donc l'outil conversation, comme vous pouvez le voir sur le graphique que vous avez sous les yeux. Et tout ça, ça permet d'automatiser ces tâches, mais aussi de pouvoir tout exécuter avec qualité. Donc, c'est vraiment l'endroit unique où les sales peuvent gérer tout ce pipe, mais à la fois aussi leur communication interne. Voilà. Salesloft, c'est aussi un podcast en coproduction avec GrowthMaker et une newsletter qui s'appelle Dans l'arène, que vous pourrez retrouver, que je vais partager dans le chat justement au moment où je passe du coup la main à Elric et Clément pour des cas pratiques et tips qui vont du coup être la valeur ajoutée de ce webinaire. Merci Paul-Étienne. Hop, nickel. Eh bien, écoutez, merci en tout cas. Maintenant, c'est parti. On va vraiment aller sur la stratégie ABM et comment on l'a mise en place donc de mon côté chez Salesloft, en tout cas sur mon département et sur la partie France, puisque j'étais premier SDR. Français, francophone, et Elric vraiment maintenant sur la partie, puisque tu es SDR manager de Chili Piper, comment tu l'as mis en place et scaler au niveau de toute l'équipe. Et c'est ça. Et du coup, pour la première étape, en fait, ça va être tout ce qui est identifier et segmenter nos comptes. Et ça se fait pas uniquement, pour moi, de mon côté, c'est gérer une équipe SDR. Donc, du coup, c'est pas juste le faire avec mon équipe, c'est travailler avec l'équivalent de l'équipe de Clément chez Chili Piper, donc les comptes exécutifs, pour s'aligner sur les définitions en fait de ce que c'est un tier 1, un tier 2, un tier 3, pour qu'on soit d'accord en fait sur les comptes qu'on va aller chercher. Mais c'est aussi travailler avec l'équipe marketing et l'équipe Customer Success, où en fait on va tous se définir en fait cette définition pour nous permettre d'être alignés, pour qu'on soit d'accord en fait sur les critères de sélection de nos comptes. Donc ça, c'est la première étape, c'est s'aligner tous ensemble sur cette définition. Au niveau, on a 3 tiers, parce que ça permet en fait d'avoir nos équipes SDR chez Chili Piper, en fait, de se focus sur les comptes, bien sûr, tier 1 qui vont être les plus intéressants pour le business en termes de revenus, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des comptes qui vont être pas forcément le cœur de cible, mais qui vont faire partie du tier 2 et tier 3, qui vont nous permettre aussi en fait d'avoir du revenu, mais pas forcément les comptes les plus intéressants pour le business. Donc ça, c'est, on va dire, les 3 tiers. Et je rajouterais même qu'il y a un tier 4, par exemple, que chez nous, on a, c'est les comptes à ne pas aller chercher, par exemple. Chili Piper, c'est un outil qui s'intègre à Salesforce et à HubSpot. Et un compte qui n'a pas ces outils-là, on ne va pas aller les chercher. Donc, il y a aussi le 4e tiers des comptes qu'il ne faut pas toucher. Donc ça, c'est plus ou moins comment on fait ça. Et ensuite... Et je pense en effet, c'est essentiellement chaque critère, par exemple, avoir 3-4 critères pour dire si vous replacez tous les critères, vous avez Salesforce, HubSpot, vous recrutez des SDR et vous êtes en croissance, vous êtes un tier 1 chez Salesloft,
mais derrière, se dire que voilà, tier 1, c'est tous les critères, tier 2, c'est quasiment tous les critères, et tier 3, c'est un critère, on va dire, et tier 4, c'est aucun critère, et dans ce cas-là, on ne veut vraiment C'est pas ça. forcément parler avec cette personne. Et en fait, c'est un très bon résumé ce que tu as fait parce que nous, c'est la même chose en fait sur le tier 1. Et le tier 3, par exemple, ça va être tout ce qui est des comptes où ils ont des commerciaux, mais pas forcément une structure de SDR, account exécutif. C'est plus des industries qui vont être traditionnelles, par exemple, dans le tier 3. Ouais, exactement. Et derrière, une fois qu'on a mis en place, en fait, ce qui est assez important, c'est vraiment de se dire, on prend du temps avant pour voilà, faire un peu une vision globale de son marché et ensuite se dire comment je vais engager ce marché. Puisque la stratégie de tier 1 doit être complètement différente d'un tier 3. Tier 2, ça va être un peu au milieu, on va dire, avec potentiellement un peu de personnalisation, un peu d'automatisation. Tier 3, idéalement, on l'automatise au maximum puisque c'est 80% de notre marché adressable. Tier 4, on n'en parle pas. Mais dans le tier 1, généralement, la manière dont on fonctionne, et je pense que c'est la même chose chez Chili Piper, mais chez Sizeoft, c'est vraiment de se dire qu'on va utiliser 5 moyens de communication. Donc, par exemple, du téléphone, de l'email, du LinkedIn, pas mal de vidéos personnalisées. Ceux qui me connaissent savent que je suis assez fan de vidéos personnalisées. Et potentiellement, derrière aussi, offrir des cadeaux, des gift cards, etc. Donc, ça peut être aussi un dernier moyen ou potentiellement envoyer des lettres manuscrites, etc. Donc, voilà, 5 moyens de communication qui vont permettre d'augmenter les chances de succès, que ce soit sur l'outbound ou sur l'inbound. Je pense que c'est aussi ça, c'est se dire, voilà, derrière, en fait, les deux équipes doivent travailler en coordination. Votre ICP, il n'y a pas une seule personne qui est intéressée. Il y a potentiellement 3, 4, 5, 6 personnes qui sont intéressées sur du mid-market, par exemple. Et donc, il va falloir travailler sur les deux aspects, l'outbound, potentiellement aussi sur l'inbound, et avoir un parcours un peu exemplaire de prospection et de réception de la demande inbound. Vraiment, c'est vraiment sur cette partie stratégie d'engagement que tu vas développer notamment ici, dans la slide suivante. Mais je pense que justement sur l'étape 3, c'est se dire, j'ai développé ma stratégie d'engagement. Maintenant, je vais me dire comment je vais pouvoir personnaliser à grande échelle. Alors, notamment pouvoir développer voilà, des buyers personas, se dire, aujourd'hui chez Sizeoft, on travaille des VP Sales, on travaille des CMO, et on va prospecter des SDR managers, des Sales Operation Managers. Ce qui est très, très important à mon avis, et je pense que tu confirmes, Elric, c'est de connaître exactement pourquoi ces personnes sont intéressées d'acheter votre solution. Et c'est vraiment là où je pense que c'est important de travailler avec le marketing, travailler avec les accounts exécutifs quand on est une équipe de SDR, se dire pourquoi aujourd'hui les VP Sales achètent Sizeoft, pourquoi des CMO vont acheter Chili Piper, et derrière pouvoir ensuite communiquer ce message et apporter votre valeur ajoutée. Enfin, il y a un dernier point, et je pense qu'en effet, c'est assez intéressant. Quand on travaille avec le marketing, on va faire du contenu très personnalisé pour le tier 1, donc notre top account, notre ICP. Mais derrière, il va falloir aussi exploiter pour le tier 2 et tier 3. On va exploiter tout ça. On ne va pas juste envoyer des emails. Bonjour, Clément de Sizeoft, est-ce que vous voulez parler? Non, ça ne suffit pas. Il faut vraiment apporter de la valeur ajoutée et notamment du contenu marketing qui peut être vraiment pertinent à utiliser, à exploiter, en automatisé, notamment sur le tier 2 et tier 3. Là où le tier 1, on va vraiment passer du temps à tout personnaliser quasiment. Puisque un compte peut potentiellement faire un mois de résultat pour un account exécutif, un quarter potentiellement, même parfois. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Et donc, du coup, pour en fait, ce que parlait Clément sur les buyers persona, en fait, on a fait l'exercice il n'y a pas longtemps. Et on le fait pas tout le temps, mais on le fait une fois tous les 6 mois. En fait, regarder tout le revenu en fait, qui est généré chez Chili Piper. Et on regarde en fait les buyers persona qui achètent principalement. Parce que nous, par exemple, et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose chez vous, c'est que tu peux avoir 6, 7 différents buyers persona. Mais généralement, tu auras toujours une personne qui sera plus la personne vers laquelle tu vas te tourner parce que c'est celle qui achète généralement. Chez nous, c'est généralement l'équipe marketing, ça va être le VP marketing ou le CMO généralement. Et en fait, ça nous permet en fait du point de vue marketing et du point de vue de notre équipe SDR de se focus sur ces personnes-là, peut-être plus que le VP Sales par exemple. Que oui, le VP Sales sera inclus dans la conversation, mais la conversation doit être commencée avec l'équipe marketing si on veut que que la boîte achète Chili Piper par exemple. Et donc en fait, ça nous permet en fait de donner à nos équipes en fait une liste de profils à aller chercher, mais aussi de les prioriser parce que si on a 10, 15 personas différents, on peut se retrouver en fait à se focus pas forcément sur le persona le plus intéressant,
pour déjà prendre un rendez-vous et ensuite derrière, bien sûr, vendre. Mais ça, c'est la première étape. Donc, et une fois en fait qu'on a identifié ces buyer personas, c'est là où en fait on rentre dans la phase 1, comme ce qu'expliqué ici, c'est on va hyper personnaliser justement sur ces personas qui sont ceux qui vont acheter le produit. Et après, pour le reste des autres personnages, généralement, ça va être plus une approche persona-based, donc c'est-à-dire que on va peut-être moins personnaliser, ce sera plus semi-automatisé du coup, parce que ils doivent être au courant en fait de ce qu'on fait, mais on ne va pas mettre peut-être autant de temps à les prospecter. Et après, suivant la taille des comptes, chez Chili Piper, il y a certains comptes où on va aller peut-être parler avec les SDR ou les account exécutifs pour récupérer de l'information qui nous permettent en fait d'aller contacter l'équipe marketing ou l'équipe sales. Et ça, par contre, on l'automatise. Et ça, on ne va pas avoir un SDR qui va passer du temps dessus. Donc là, c'est un exemple d'une séquence personnalisée en fait, qui peut être utilisée avec le buyer persona principal. Donc là, on va avoir un peu tous les canaux différents. Donc, ce que tu utilisais tout à l'heure, tu peux utiliser 4 à 5 canaux différents. Donc là, on a un exemple. Donc, journée 1, on va rechercher notre profil avant de commencer à les contacter. On va l'appeler et ensuite, on va lui envoyer un email. Jour 3, donc 2 jours après, on va renvoyer un autre email donc, qui est automatisé. Donc, c'est un follow-up, ça, sur le premier email qui avait été envoyé. Un appel. Ensuite, donc jour 6, là, on va envoyer une vidéo et aussi faire une touche. Là, on va parler de LinkedIn, par exemple, qu'on peut prendre comme exemple en fonction de nos personas. Jour 7, on va appeler et encore, du coup. Et jour 10, on va envoyer un autre email et un call. Et jour 14, du coup, ça va être la dernière étape pour cette séquence. Et ensuite, on a un autre sales play qu'on va vous montrer. Donc là, c'est un play où en fait, c'est plus du nurturing, on va dire, sur nos prospects. Donc, généralement, en fait, on va avoir des prospects qui vont peut-être nous dire oui, qui sont intéressés, mais de les recontacter dans 30 jours. Et là, en fait, c'est un exemple de séquence que vous pouvez utiliser pour garder engagé, en fait, votre prospect pendant, là, c'est 53 jours. En fait, c'est cette étape sur 53 jours. Ça vous permet, en fait, en tant que sales, que votre prospect, en fait, vous est dans l'esprit, en fait, pendant les prochains mois. Parce que oui, en fait, on m'a déjà dit plusieurs fois, oui, mais ce n'est pas au travail de l'équipe marketing de faire ça. En théorie, oui, mais c'est aussi le travail du commercial de s'occuper de ça, parce que si on veut que le prospect revienne dans 2 mois, eh bien, c'est aussi le travail du commercial, en fait, de s'occuper de ça. Oui, je pense justement sur cette partie-là, ce qui est intéressant, c'est que sur une stratégie d'account-based marketing, en fait, on n'arrête jamais vraiment de travailler un prospect. On va, en tout cas, un compte, un prospect, oui, mais un compte, non. On va, puisqu'il y a toujours des moments dans la vie d'une entreprise, il y a des levées de fonds, il y a des départs, il y a des arrivées. Et en fait, c'est vraiment se dire que sur votre ICP, votre terrain, vous les travaillez, vous devriez les regarder tous les jours et se dire, ou toutes les semaines potentiellement, mais qu'est-ce qui a changé dans cette entreprise et pourquoi ce serait le bon moment d'acheter. Puisque aujourd'hui, il y a toujours un compelling event. Pourquoi une personne doit acheter quelque chose, un outil, et on est sur des outils plus de transformation que de transaction, on va dire, chez Chili Piper et Salesloft. Et c'est vraiment se dire que en fait, tu vas travailler le compte sur le long terme. Et même si ça n'arrive pas aujourd'hui, sur ce mois-ci, ça arrivera potentiellement dans 2, 3, 4 trimestres, ou potentiellement l'année prochaine. C'est vraiment se dire qu'on travaille sur le long terme. Et quand il y a une problématique, quand le sujet va apparaître, c'est à ce moment-là qu'il va falloir être très personnalisé et que la personne pense à vous et pas forcément à votre concurrent. Donc, c'est vraiment ça l'idée du sales play. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est exactement ça, en fait, justement. C'est vraiment les plays pour les comptes, on va dire, les tier 1, parce que justement, c'est ce que tu disais, tu n'arrêtes jamais de leur vendre, en fait, parce que, en fait, moi, ce que je parle beaucoup, en fait, avec nos équipes, c'est sur la partie outbound. Généralement, c'est toujours une question de timing. Si tu les as contactés en janvier, en fait, c'est peut-être pas le bon moment parce que pour eux, en fait, dans leur process, est-ce qu'ils ont identifié en fait ta solution comme une solution à leur problème? C'est peut-être pas le cas encore. Donc, tu peux les contacter en janvier, mais c'est peut-être pas encore mieux de leur côté. Mais si tu les recontactes du coup, et tu as bien fait ton travail du coup de nurturing ici, pour leur rappeler qu'il y a une solution pour leur problème,
et que le trimestre 2 ou peut-être en juin là, de cette année, ils vont vouloir acheter la solution, et en fait, ça leur permet en fait, toi, d'être là au bon moment en fait. Et c'est pour ça que l'outbound, c'est toujours une question de timing et être là, toujours essayer d'être là au bon moment. En fait. Ouais, c'est ça. Et finalement, l'ICP, qu'est-ce que c'est? C'est des personnes qui ont forcément besoin de ta solution à un moment donné. La question, c'est juste à quel moment. Et c'est là le travail du SDR, c'est le travail de la compte exécutive, de faire en sorte que on se parle au bon moment. C'est ça. Et je pense qu'en effet, on a vu un petit peu les 4 étapes. On trie, on définit sa stratégie d'engagement, on engage et on définit des sales plays sur le très long terme, hein, puisque c'est vraiment une stratégie long terme. Et la dernière chose, je pense, qui est très important, c'est de mesurer l'impact de sa stratégie ABM. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, notamment quand tu disais tous les 6 mois, on analyse quelle est la cadence qui marche le mieux sur quel persona. C'est finalement ça aujourd'hui, potentiellement, des sujets comme SalesLove, c'est du ressort plus de l'équipe SDR, mais potentiellement demain, plus de l'équipe des VP Sales ou des Sales Operation Managers, etc. Donc ça dépend vraiment de la maturité du marché et de la maturité de votre solution également. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, donc là par exemple, c'est un exemple de cadence qu'on peut utiliser sur un tier 1, c'est d'analyser à quel moment interviennent les succès. Est-ce que c'est plus au début? Est-ce que c'est plus par de l'email, par du call ou par de la vidéo par exemple ou de LinkedIn? C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui marche sur mon prospect, puisque ce qui marchera sur un persona ne marchera pas forcément sur un autre persona. Et derrière, c'est évidemment de se dire, on va travailler des comptes. Donc, on a analysé un petit peu la performance de ces cadences, de ces sales plays. Notamment, vous pouvez mesurer sur des cadences de nurturing. Et les cadences de nurturing marchent plutôt bien. En tout cas, dans mon expérience, ça marchait très, très bien. 30% de mes prospects d'une cadence de nurturing revenaient vers moi. Mais derrière, c'est aussi mesurer quand on travaille des comptes, est-ce qu'on fait suffisamment de touches et est-ce qu'on a suffisamment de meetings, de succès qui sont pris sur ces comptes. Et c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir grâce à les screenshots de SalesLove, mais c'est vraiment de se dire qu'on va prendre du recul derrière pour se dire, OK, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas forcément aujourd'hui et comment je vais pouvoir scaler? C'est exactement le même process que vous avez mis en place de votre côté. C'est se dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui, mon persona X marche plutôt mieux que le persona Y? Et est-ce que potentiellement, on travaille suffisamment des comptes? Si on a une stratégie ABM, si on a uniquement 10 touches sur un compte ABM, un petit compte de tier 1, ce n'est pas forcément suffisant et il va falloir faire davantage de touches. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dessus. Non, c'est exactement ça. Et c'est aussi l'analyse en fait, des personas, ça nous permet, en fait, quand on travaille avec les équipes, avec nos équipes SDR, en fait, c'est de voir aussi s'ils travaillent les bons personas, parce que parfois, si on a un SDR qui ne performe pas et on voit en fait, qu'ils ne contactent pas forcément le persona qui convertit le mieux, c'est très facile à du coup le rediriger vers les bons personas. C'est ça, exactement. Donc, voilà. Et là, en fait, c'est un exemple de ce qu'on a mis en place en fait dans notre équipe. Donc, je n'ai pas donné en contexte tout à l'heure, mais gère donc l'équipe Europe mid-market chez Chili Piper. Donc, mid-market pour nous, c'est entre 50 et 1000 employés. Et on a commencé en fait depuis ce trimestre 1 à faire une liste des top 25 comptes par SDR du coup en Europe. Et ça, c'est en fait le template qu'on va vous partager. Je sais que en fait, il va vous partager le lien tout à l'heure dans le chat. Donc, vous pourrez aussi vous l'utiliser. Vous pouvez le copier et l'utiliser comme vous voulez. Mais l'idée, en fait, dessus, c'est avoir, en tant que ce soit que tu sois SDR ou que tu sois compte exécutif, l'utiliser où, en fait, j'ai 25 comptes à travailler sur le trimestre et c'est ces 25 comptes-là que je veux, en fait, booker ou closer suivant le rôle que tu as. Mais donc, la première colonne, on a les comptes. Et après, en fait, il y a une colonne aussi, c'est warm, hot et cold. Donc, ça, c'est en fonction de est-ce que ce compte me connaît personnellement ou connaît mon entreprise, où il y a déjà eu des conversations plusieurs mois avant ou pas. Ou est-ce que c'est un nouveau compte qui n'a jamais été prospecté? Donc, ça, ce sera un compte qui sera cold, par exemple. Et après, en fait, pourquoi on a choisi ce compte? Ça peut être, comme ce que tu disais tout à l'heure, il recrute des SDR, il y a une croissance du côté de la boîte. Après, il y a la colonne prospect. Donc, nous, on a 3 équipes principales. Donc, c'est marketing, sales et ops. Donc, tout ce qui est sales ops, marketing ops. Donc, identifier en fait la tête de chaque équipe. Et en fait, ces 3 personnes-là, je dois les identifier dans chaque compte. Et ensuite, après, c'est comme nous,
on prospecte des comptes qui ont des équipes sales, c'est combien ils ont de sales dans leur équipe, mais après aussi, si on va plus loin, combien de SDR, combien de comptes exécutifs, combien de CSM. Et après, à la fin, il y a d'autres critères pour la prospection, c'est quoi? Est-ce qu'on a un de nos clients qui est concurrent de leur solution? Si oui, en fait, ça va être beaucoup plus simple à faire créer notre séquence de personnalisation. Et après, leurs clients qui nous permet en fait d'utiliser, de leur comprendre en fait leur business. Si une boîte a vendu des restaurants et qu'on a d'autres clients qui vendent des restaurants, ça va être beaucoup plus simple à leur vendre Chili Pepper, par exemple. Et je pense en effet, si on avait un conseil à donner, en tout cas le mien, je ne sais pas si tu veux me rejoindre là-dessus, mais c'est vraiment d'essayer de se poser, de se dire quels sont les critères qui font qu'aujourd'hui, nos clients sont clients. C'est vraiment la première chose, c'est se dire, première étape, quels sont nos clients aujourd'hui, pourquoi ils ont acheté SalesLove, pourquoi ils ont acheté Chili Piper, et qu'est-ce qui les rassemble. Donc, trouver 4-5 critères. Derrière, se dire, OK, quand je regarde ma liste de prospection, je vais mettre ces 4-5 critères et je vais essayer de dire oui, oui, non, non. Derrière, ça permet de déterminer le tiers 1, 2, 3. Et ensuite, on va mettre en place tout ce qui va être personnalisation, les sales play, et évidemment, à la fin, mesurer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir itérer aussi. C'est exactement ça. Et si on revient sur ça, sur qu'est-ce qui est le plus intéressant quand on va chercher ces comptes, je pense qu'on va un peu plus loin que juste le chiffre d'affaires qui est produit par le client. C'est plus, nous, comme on vend à des commerciaux, enfin, l'utilisateur principal, c'est des commerciaux, mais l'acheteur, c'est l'équipe marketing. On va regarder la taille de l'équipe sales et ensuite comment elle est structurée. Et on voit en fait que les startups ou les business SaaS, en général, ils sont plus en avance sur ça, ils ont une structure différente. Et des secteurs traditionnels, en fait, ils vont avoir une structure plus ancienne où il n'y a pas forcément de SDR dans leurs équipes. Exactement. Derrière, on passe aux questions-réponses. Je te laisse switcher de slide et je vais reprendre le Ouais. fil. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous laisse poser vos questions dans l'onglet questions et je pense que tout le monde m'entend avec ton micro, je crois. Est-ce que vous m'entendez correctement avec du coup le micro de Clément? Tout le monde, n'hésitez pas à me le confirmer dans le chat si tout va bien. Merci beaucoup, Asna. Donc, je vais passer aux questions. Je vais vous les lire, les garçons, sauf si vous pouvez aussi ouvrir l'onglet Livestorm si vous voulez l'avoir en face, mais toujours partager la présentation. Yes. Donc, la première question est la plus lue. Pour la répéter pour tout le monde, vous pouvez aller dans l'onglet questions aussi pour la situer. C'est une question de Xavier Cadon qui nous demande, en bref, quel serait l'investissement minimum indépendamment de l'entreprise pour justement une campagne et la méthode ABM, une personne au marketing, une personne au sales, donc 2 ressources mobilisées. Qu'est-ce que ça représente en termes de budget? Est-ce que vous avez une moyenne? Voilà. Je peux répondre. Je pense qu'il y a, à mon avis, il n'y a pas de niveau en fait où on se dit ah bah là ça y est, il faut que je passe à la campagne ABM. En fait, tout simplement, de mon côté, et je pense que tu compléteras après, mais il faut se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai une cible de clients qui est très très identifiée? Par exemple, chez SalesLoft, c'est simple, hein, c'est des personnes des entreprises qui recrutent des SDR, qui ont un CRM comme Salesforce et HubSpot et qui sont en hyper croissance et qui se vendent sur du B2B SaaS. Et du coup, derrière, se dire, en fait, j'ai une cible très, très identifiée. Si je prospecte, en fait, ne serait-ce que 1, 2, 3 comptes et que j'arrive à en convertir un, ça va me permettre déjà de faire mes résultats ce mois-ci. Donc, je pense que se dire, en fait, qu'on va mettre en place une stratégie d'ABM, ça peut juste être avoir de la personnalisation très importante. Derrière, en effet, des ressources au marketing, mais même, ça peut être très bien, voilà, aujourd'hui, j'ai des conversations avec mes clients, parler avec des clients actuels, par exemple avec des outils comme SalesLoft, mais il y en a d'autres qui permettent de réécouter des calls et de se dire aujourd'hui pourquoi nos clients sont clients et en fait juste répliquer ce message dans les vidéos qu'on peut faire. Et ça peut commencer très facilement l'ABM à mon avis. Et du coup, Xavier, pour ta question, moi je te répondrais que en fait c'est surtout un mindset. L'ABM, c'est en fait d'avoir toutes les équipes alignées sur les mêmes comptes. Donc ça commence par ça. C'est surtout du temps au début et en fait travailler avec les autres équipes. Moi, quand j'avais commencé en tant que SDR, c'est pas forcément des problématiques sur lesquelles je travaillais parce que généralement, on est focus sur nos activités donc de prospection. Mais maintenant que je gère une équipe, c'est beaucoup de travail avec les autres équipes chez Chili Piper. Et si on veut avancer tous ensemble en tant que boîte, on doit travailler sur ça. Et donc, on a des meetings en interne où on travaille de tout ça. Sur les budgets, par contre, sur l'équipe marketing, j'ai aucune idée des budgets qu'ils ont. Mais en fait, sur les slides qu'il a présentés tout à l'heure, Clément, il y avait la différence entre
les comptes tiers 1 où là, ça va être des publicités beaucoup plus personnalisées. Enfin, ça va être personnalisé. Et le reste des comptes, c'est la publicité généraliste, on va dire, sur Sales ou Chili Piper, où il n'y a pas forcément automatisé. Ouais. Je pense en résumé, finalement, c'est se dire, en effet, si vous avez du marketing derrière, si vous avez des ressources, d'autres ressources externes que les sales, c'est évidemment idéal pour l'ABM. Par contre, derrière, vous pouvez commencer très bien de zéro avec de la personnalisation. Génial. Et justement, c'est en lien avec la question que nous posait Amine, qui est la deuxième question la plus upvote, du coup, que vous pouvez retrouver dans l'onglet questions, chers spectateurs. La question d'Amine est un peu liée avec ça, et peut-être que vous pourrez répondre en 2 mots, du coup. Sa question est la suivante. Concrètement et en pratique, et surtout en français, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette stratégie si on est sans équipe, si on est seul, du coup, pas d'équipe marketing ou de account exécutif? Comment est-ce que seul on peut, du coup, mettre en place cette technique? Je pense que c'est... je prends mon exemple, mais chez SalesLoft, alors évidemment, il y a une équipe marketing très importante, mais on n'a pas encore de contenu francophone. En tout cas, quand j'ai commencé, on n'en avait pas forcément. Aujourd'hui, la manière dont j'utilisais l'ABM, on va dire, c'est vraiment de me dire, je prends tous mes comptes, je les analyse, je regarde un petit peu qui serait potentiellement un bon client de SalesLoft, donc un bon prospect, et derrière, faire en sorte de pouvoir, quand je les prospecte, avoir une prospection très personnalisée avec de la vidéo prospection, avec des emails personnalisés. Donc, se dire qu'il faut forcément une équipe marketing, en effet, c'est mieux, mais ce n'est pas indispensable, puisque derrière, uniquement dans votre prospection et la manière dont vous allez engager vos prospects, vous allez leur montrer que vous tenez à eux, que vous personnalisez par rapport aux enjeux qu'ils ont, eux, et finalement faire en sorte de sortir du lot. Et c'est vraiment ça l'idée en fait de l'ABM, c'est sortir du lot tout simplement, pour que quand il y a une conversation, on pense à vous et on ne pense pas à vos concurrents. Ouais, et je rajoutais aussi qu'au début, en fait, quand une boîte est en train de se lancer, il faut essayer de trouver ce type de boîte, en fait, parce que nous, on parle beaucoup de SaaS ici parce que c'est auquel on vend, mais chaque produit va être différent. Faut trouver ça. Donc, généralement, dans ton CRM ou si tu as déjà des clients, ce sera beaucoup plus simple de commencer par ça et de regarder les caractéristiques de ces clients et de comprendre pourquoi ils ont acheté et pour résoudre quel problème. Et après, toi, en fait, tu vas pouvoir commencer à faire ta stratégie sur ça et aller chercher des comptes qui sont similaires à ces clients. Parfait. Merci encore une fois pour cette réponse efficace. Et encore une autre question que j'aime bien, la question de Romain, un peu plus directe aussi. Est-ce qu'il est possible de voir la vidéo de Clément en First Touch? J'ai eu la chance de la voir, moi, parce que tu en avais envoyé une à Lorient, et c'est pour ça qu'on a la chance aussi de se parler aujourd'hui, de faire ce webinaire comme la newsletter, bientôt une formation, et le podcast ensemble. Donc, je peux vous dire qu'elle fonctionne. Mais est-ce qu'il pourra avoir la chance de la voir, du coup? Oui, je pourrais la partager. J'en avais fait une. Donc, j'avais fait un podcast avec Elric sur la vidéo, et notamment, j'avais partagé une vidéo dans ce podcast. Je vous la partagerai sur LinkedIn avec plaisir. Mais typiquement, je peux le faire en live. C'est toujours encore mieux de le faire en live. Mais voilà, en gros, ce serait ça. C'est bonjour Elric. J'ai vu que vous recrutez pas mal de SDR aujourd'hui chez Chili Piper. Un challenge que rencontre n'importe quel SDR manager, c'est faire en sorte que justement il y ait une stratégie ABM qui soit avec, voilà, sur cet terrain, on personnalise, on passe, et tout en automatisant une partie des tâches, en fait, en industrialisant non pas seulement la prospection, mais également la personnalisation. Et c'est vraiment un challenge auquel SalesLoft répond. Donc, au plaisir d'échanger si c'est un sujet qui vous semble pertinent maintenant. Mais c'est vraiment, je vous partagerai l'exemple sur un post LinkedIn très bientôt. Mais c'était la vidéo que je t'avais partagée à l'époque. Yes, bien. Super, merci beaucoup pour cette réponse. Très sympa de ta part de partager des tips à ce point-là. Et Melchior nous demandait, pour le fichier partagé, comment on automatise la récupération de ces données au-delà du scrapping et de l'enrichissement. C'est une question un peu plus technique. Je pense que ça s'adresse carrément plus à vous qu'à moi. Elric, est-ce que tu as des tips, justement? On ne l'automatise pas. C'est, en fait, nous, comment on gère avec l'équipe, c'est là, cette semaine, on doit rajouter 5 comptes sur la fiche Excel. Donc, ce n'est pas des infos en fait, qu'on a réussi à automatiser. Nous, on a une équipe de freelance qui nous aide sur certaines tâches, et ça, c'est le genre de tâches en fait, qu'on leur donne. Mais trouver le nombre de SDR, par exemple, je n'ai pas trouvé encore moyen d'automatiser ça. À part avoir une équipe de freelance pour nous aider, c'est ça. Je pense qu'il y a un moment où l'information gagne une telle qualité dans le nurturing, une telle personnalisation, qu'il est parfois difficile d'automatiser à ce niveau-là une telle valeur ajoutée à vos emails de nurturing. Après, je dis ça de
de ma petite échelle, mais je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui rentre ça. en compte. Voilà. Je passe à la question suivante. Je vous rappelle, je fais toujours en termes de vote. Donc, si vous voulez upvote des questions qui vous plaisent, n'hésitez pas. Mathieu Viau qui nous demandait dans le sex play le changement de numéro d'appel quand vous appelez 2 fois dans la même journée. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai peut-être pas suivi cette partie parce que ça me dit moins de choses sur la présentation. Est-ce que vous changez de... Ah, je crois que j'ai compris. Est-ce que vous anonymisez votre deuxième coup de fil, peut-être? Ouais, ça dépend vraiment de ce que vous vendez. Ça dépend de la manière. C'est vrai que appeler très tôt le matin et rappeler le soir, ça peut potentiellement vous me permettre. Et mon avis, je ne changerai pas de numéro de téléphone. En tout cas, ce n'est pas forcément un conseil que je donnerai. Mais je le testerai en tout cas. Franchement, je pense que c'est ça aussi l'idée de l'ABM, c'est de tester et de voir ce que ça donne et d'AB tester. Mais derrière, non, je pense qu'en effet, appeler 2 fois, ça dépend des personas que vous avez. Ça peut parfois pas plaire. Mais derrière, je pense que garder le même numéro, ça peut ne pas poser problème en fonction de votre persona, encore une fois. Ouais, nous, pour avoir testé, d'avoir les SDR qui... En fait, on utilise SalesLoft aussi pour prospecter, mais chaque SDR, en fait, ils ont des numéros de téléphone. Et il y a certains SDR qui prospectent certains pays. Par exemple, j'ai des SDR en Israël qui, eux, en fait, on n'a pas de numéro, on a un numéro anglais, mais quand ils appellent en Israël, en fait, ils appellent pas avec le numéro SalesLoft, ils appellent avec leur propre téléphone. Donc, ils vont utiliser un téléphone local, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'ils font. Parce qu'ils ont plus de chances en fait, que le prospect réponde à leur téléphone. Parce que quand on voit un numéro étranger les appeler, généralement, il décroche moins. Mais je sais que généralement, des fois, quand ils essaient d'appeler un prospect, ils essayent de changer de numéro pour voir est-ce qu'ils répondent. Parce que des fois, il y a certains prospects, en fait, quand ils voient le même numéro, ils les appellent plusieurs fois, ils changent après, ils appellent avec un autre numéro pour les appeler. Très bien, je passe à la question suivante. Encore une question de Xavier Cadon, qui était du coup déjà notre première question. Il attire les votes, c'est parfait. Là, il nous pose la question suivante. Bonjour, que diriez-vous de T1, T2 et T3? Est-ce que c'est l'équivalent de la programmatique ABM, de la light ABM et de la stratégique ABM, donc qui reprend les termes un peu plus généraux de cette méthode qui est quand même connue d'autres acteurs évidemment de nos industries? Est-ce que vous sauriez dire si c'est les équivalences? Je pense que c'est un peu plus personnalisé de votre côté. Alors, je t'avoue, j'ai aucune idée de ce que c'est la problématique ABM. Je n'en ai jamais entendu parler. En fait, je pense que c'est les termes plus théoriques. Xavier nous confirmera peut-être dans le chat, si jamais tu es toujours là, Xavier, pour qu'on réponde à ta question, si tu veux nous le confirmer. Ce serait parfait, mais je pense qu'effectivement, c'était les termes un peu plus grammaticalement exacts sur ces objectifs-là. Voilà. Et pour ensuite continuer sur les questions, je passe à la question de Gauthier, qui a 2 upvotes. Comment facilitez-vous le tiering? Donc tout à l'heure, on parlait évidemment du tiers 1 qui était personnalisé et du tiers 2 et du tiers 3 qui par Clément était automatisé. Comment est-ce qu'on facilite du coup cette méthode-là? La mise à jour des infos sur le tiering sans pour autant créer des silos ou trop de tâches en administration. Ouais, très bonne question. Ah ouais, très bonne question. Pour travailler dessus actuellement, avant en fait c'était automatisé. Chez nous, on utilise un outil qui s'appelle DataFox. C'est Oracle qui ont acheté cet outil parce que c'était pas qui l'ont fait, mais on automatisait tout ça. Mais on arrive à un point en fait, on va très loin dans la définition de ce que c'est un terrain et l'outil ne nous permet pas en fait de scorer en fonction de ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont des IR, est-ce qu'ils recrutent des IR. Donc aujourd'hui, on est en plein là-dedans en fait, mais c'est sur Salesforce, donc dans notre CRM, en fonction de si la case a dit ils ont une équipe SDR, du coup ils ont un certain nombre de points. Et ça c'est manuel malheureusement, mais on n'a pas trouvé un outil qui existe pour ça. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne chez César par rapport à ça. Ouais, c'est assez manuel pour le coup, mais après on a des outils qui nous permettent quand même un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de savoir quels sont les comptes avec de l'intérêt actuellement, qui regardent potentiellement votre site internet, qui regardent sur Google vos concurrents ou vous-même. Donc ça va permettre d'avoir quand même une info assez intéressante, mais également d'autres outils qui vont permettre de savoir le nombre, quel outil vous utilisez en tant que CRM par exemple, et ce type d'informations. Donc ça va permettre derrière de aussi automatiquement avoir quelques infos. Mais derrière, il y a quand même forcément une petite tâche administrative pour pouvoir manuel, on va dire, pour pouvoir ensuite classifier. Question d'après, ça c'est toujours une question qu'on peut retrouver de manière récurrente sur nos webinaires. Elle est tout à fait légitime, on la retrouve très souvent et je suis sûr que vous allez avoir quelques pistes. Quels outils pour
quels outils pour un bon scrapping de téléphone? Est-ce que Lusha et Casper, vous les recommandez? Est-ce que vous en avez d'autres? Merci Maxime pour cette question. Je pense que ça dépend énormément de ton persona, sur le coup. Je pense qu'il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça dépend du moment, ça dépend si on parle aujourd'hui, il y a 1 an, il y a 3 ans ou dans 1 an. C'est assez changeant, je dirais. Pour avoir testé plusieurs outils, nous, on n'a pas un gros focus sur la France en termes dans nos équipes commerciales encore. Mais Casper, ça c'est sûr, je recommande parce qu'il y a une de mes SDR, Amina, justement, qui elle a Casper, justement. Et pour la France, il n'y a pas mieux. Après, si on prospecte l'Europe en général, je dirais Lusha, c'est très bien en général. Je dirais juste en Israël, c'est pas forcément un super outil parce qu'en fait, ils n'ont aucune information sur Israël. Voilà, on va dire plus ou moins, c'est pour avoir testé principalement ces 2 outils. Ouais. C'est parfaitement résumé. Du coup, je fais un petit condensé du coup, en réponse à notre ami Maxime qui avait posé cette question. Et je passe à la prochaine. C'est du coup à nouveau Maxime qui t'avait posé une question sur les personnalisations vidéo, auxquelles tu as répondu Clément, donc j'en fais le résumé. C'est Vidyard, Loom, Drift et Clap qui vous permettront de personnaliser un petit peu vos vidéos, d'y apporter effectivement une petite valeur. Et je réponds aussi à Christina au passage qui nous demandait s'il était envisageable de recevoir le lien du webinaire en replay par email. Je ne suis pas encore sûr de la réponse à cette question. Par contre, à l'issue de ce webinaire, vous qui êtes sur du coup cet événement, vous pouvez le voir en replay. Donc, il suffit de rester sur cet événement pour le voir en replay. Et aussi, à la fin de ce webinaire, Sarah, notre super rédactrice chef, comme je le disais dans le chat, va vous faire un petit follow-up email en vous apportant un peu plus de valeur par écrit sur ce que l'on s'est dit aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à suivre du coup notre actualité par email. Voilà, je prends encore les quelques questions qui suivent parce que notre promesse était aussi d'être un peu bref et on a déjà dépassé du coup 12h45. Xavier, on avait cette question-là de ta part sur les tiers à laquelle je vais venir, mais je prends d'abord la question de Lohan qui nous demandait est-ce que vous avez essayé des stratégies d'envoi de présents, de cadeaux personnalisés aux key personas? Est-ce une idée pertinente? Moi, je sais que je le faisais avant la crise du Covid dans dans une précédente fonction. Est-ce que ça se fait encore? Est-ce que vous l'avez pratiqué? Ouais, tout à fait. Chez Salesloft, on le fait énormément. Je le pratique pour chaque levée de fonds, quasiment. Je le pratique à mes prospects et clients. Donc, non, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Ça permet de sortir un petit peu du lot. Je pense qu'en effet, il faut être assez pertinent. Ce n'est pas forcément des gros cadeaux qu'on fait, mais en tout cas, avoir des petits cadeaux, ça peut toujours faire plaisir. C'est une idée pertinente. Vous avez des outils comme Richdesk, par exemple. Vous avez des outils comme Je dis merci. Ce type d'outils qui vous permettent de le faire, d'automatiser une partie de tout ça. Mais c'est quelque chose qui marche vraiment bien, notamment, peut-être pas encore trop en France, mais si vous prospectez marché américain ou anglais, très, très bien. Nous, dans l'équipe Memory4, on n'a pas commencé à l'utiliser encore, mais je sais que l'équipe Rencontre, ils ont commencé à l'utiliser et ils envoient des objets personnalisés en fonction on va dire, de ce qu'aime le prospect. Je sais que, par exemple, sur les rencontres, si une personne est fan de golf, ils vont lui envoyer des cadeaux en relation avec le golf. Donc, c'est un très bon moyen, en fait, déjà pour commencer une conversation. Parfait. Et je pense qu'une autre opportunité pour ces cadeaux personnalisés, c'est aussi de profiter d'événements dans l'année. Ça, c'est aussi quelque chose qui se fait à l'anglo-saxonne. Et j'ai moi-même pu voir les petits paquets qu'envoie Salesloft avec leurs couleurs personnalisées. Récemment sur LinkedIn, vous pouvez aller stocker notamment Clément là-dessus pour LinkedIn. J'ai partagé le lien d'Eric et de Clément sur le chat, donc n'hésitez pas à regarder ce qui est possible de faire. Xavier demandait rapidement, est-ce que le principe même des tiers, c'est de transvaser les comptes de tiers en tiers ou pas du tout? Est-ce que ça sert d'étape dans le pipe ou pas? Je peux répondre? Oui, en effet. Je pense que potentiellement, un tiers 3 deviendra un tiers 2 et un tiers 2 devient un tiers 1 en fonction des changements à la fois. Il y a 2 changements possibles. Il y a à la fois changement de votre entreprise, de stratégie d'entreprise. Est-ce que vous avez une intégration avec un CRM en particulier? Donc, dans ce cas-là, en effet, si vous avez une nouvelle intégration avec un nouveau CRM, votre tiers 1 va tout de suite s'élargir beaucoup plus largement. Alors que si derrière, potentiellement, l'entreprise prospect change elle-même de CRM et que vous n'avez pas changé, vous, de votre côté, mais elle change de CRM et elle passe, par exemple, de Pipedrive à Salesforce ou HubSpot, elle va devenir un tiers 1. Donc, je pense qu'il y a, en effet, il faut vraiment se dire que c'est changeant, mouvant, ce que votre tiering aujourd'hui
ne sera pas le même demain. Et il faut vraiment se dire que voilà, tout le temps, on essaie, ce que j'essaie de faire, c'est tous les quarters, tous les trimestres, essayer de retravailler tout mon tiers, les différents tiers. Ouais, et pour en avoir vu beaucoup, comment on va, non, enfin, on chasse du SaaS. Le SaaS, c'est des boîtes qui avancent très vite et qui grossissent très vite. Donc, il y a peut-être des comptes. Là, en janvier, l'entreprise a été créée. Ils ont peut-être 3 personnes dans l'entreprise, mais il y a des boîtes qui grossissent très vite et à la fin de l'année, ils peuvent être 100 personnes déjà. Donc, peut-être en janvier, ça va pas être un compte qui va être sur la liste parce qu'il n'y a que 3 personnes dedans, mais peut-être en juin, quand il y aura peut-être déjà une équipe de 5 commerciaux, ça va devenir un tiers 2 et à la fin de l'année, ce sera déjà un tiers 1, juste parce qu'ils ont une très, très grosse traction. Je pense que ça dépend vraiment du marché, mais en Ouais. tout cas, sur le marché dans lequel on vend, le SaaS B2B, les entreprises d'il y a 6 mois, c'est plus, elles ont grossi, énormément grossi pour certaines, et donc évidemment, le tiers 1 change énormément. Donc ouais, c'est assez mouvant. Eh bien, je pense que c'était notre avant-dernière question. Je vais vérifier pour en être absolument sûr, mais merci à vous en tout cas pour les réponses personnalisées à chacun de nos spectateurs, et merci à vous tous. Vous êtes 55 à être restés jusqu'au bout de ces questions. Donc merci beaucoup. C'est rare de perdre entre guillemets si peu de spectateurs, même si ces questions sont très personnalisées. Et merci à vous aussi d'avoir interagi sur le chat pour toutes vos questions. Je vais finir avec une dernière. C'est Asna qui nous demandait comment rejoindre du coup le groupe Slack des tribes, des subtribes, des STR tribes. Je vais donner ton LinkedIn bien évidemment. Non, parfait, exactement, c'est ça. Vous pouvez directement retrouver sur mon LinkedIn. Vous avez le lien de la page LinkedIn. Vous pouvez directement faire la demande ici ou m'envoyer un message et je vous enverrai le formulaire pour vous ajouter. Parfait. Merci beaucoup Eric, merci Clément pour vos interventions pendant ce webinaire. Encore une fois, merci à tous pour vos interactions à la fois dans les questions et dans le chat. C'est le moment de se dire au revoir et merci pour vos compliments aussi à travers l'outil du chat. À bientôt et encore merci pour votre attention, vos questions et ces interactions. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir. Bonne journée.